Bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons comment établir des connexions entre différents paramètres de différents éléments. On verra aussi comment utiliser les set driven keys, on verra encore quelques exemples d'animation et puis vers la fin on verra comment utiliser les bones et les blend shapes dans Maya. Et le but de tout ça est de vous apprendre à préparer vos éléments pour l'animation. Donc, dans cet exemple, on va faire un cube qui va évoluer sur un axe et qui va nous donner l'impression de marcher le long d'un axe. Et pour cela, on va utiliser deux canaux, donc un au niveau de la rotation et un au niveau de la translation. Donc, on va créer ici un cube dans notre scène comme ceci, d'accord? Et ensuite, on va venir à ce niveau-là et je vais lui entrer comme valeur 5. Alors attention ici, j'ai déjà activé mon Auto Keyframe Toggle. Maintenant que j'ai créé mon cube, je peux le mettre au sol, ça on sait le faire, hein. On appuie ici sur 0 et on lui met 2,5 ici comme valeur. Là, le cube il est posé au sol. Pour la suite des opérations, on va passer dans une vue de profil, en l'occurrence la vue de front. Vous noterez que si je viens ici sur l'outil de translation ici, eh bien on peut voir, alors, on met un mode objet, on peut voir ici que le point de pivot est situé au centre. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je vais lui demander de faire une rotation. Je vais travailler pour cela sur 24 frames. Je vais venir ici sur la frame 1 et je vais lui demander de faire une rotation sur l'axe Z, c'est marqué ici, hein. Donc, je viens ici, je fais un Key Selected et je sais que j'aurai besoin de lui faire une translation sur l'axe Y. Donc, je fais ici un Key Selected sur Translate Y et je vais sur la frame 24. Et je lui demande ici de valider cette clé, donc qui est selected, et de faire de même ici, sauf que je vais lui mettre moins 90 ici comme valeur, donc j'appuie sur entrée, et je vérifie donc ici mon animation, et j'obtiens ceci. Alors, il faut bien comprendre que la cross-ligne épaisse ici constitue pour moi le sol, donc je vais me mettre ici sur la frame 12, c'est le cas, je vais sélectionner ici la boîte, et sur l'axe Y, je vais lui demander de me mettre cet objet sur le sol. Je vois que je suis à 3.726, je vais lui mettre 3.5, ceci, de la ronde, et je regarde un petit peu mon animation, et là on a l'impression que la boîte est en train de glisser comme ceci, d'accord? Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais aller lui demander dans le Windows Animation Editor, Graph Editor, de me faire une boucle de mon animation. Donc ici sur Translate, je sélectionne mes éléments et je vais faire Curve, Post Infinity, Cycle. D'accord? Et ensuite sur Rotate Z ici, je vais lui faire un Curve, Post Infinity, Cycle. J'obtiens ceci. Je regarde ce que ça donne, hein. Donc je fais Play et j'obtiens ceci. Donc on voit qu'elle est en train de marquer un temps d'arrêt parce que on a des amortis. C'est plutôt pas mal. Alors là, il y a un petit souci, c'est qu'on a l'impression que notre sphère est en train effectivement d'évoluer dans le temps et qu'elle a l'impression, qu'elle donne l'impression de marcher, hein. Donc, mais le problème, c'est que si je retourne ici en vue de perspective, voilà, je refais play. Donc là, on a l'impression qu'elle est vraiment en train d'évoluer, hein, qu'elle marche. Okay. Le souci, c'est que si je viens ici et que je lui demande dans le Attribute Editor Lambert, je vais sur le checker ici, de lui mettre justement un checker. Alors, on va changer la couleur assez rapidement, hein. Je vais mettre du jaune, vous savez, comme ceci, et je lui demande d'activer ici le checker sur ma boîte. Observez ce qui se passe. Hop. Là, on commence, grâce à la texture, à s'apercevoir que la boîte, en fait, elle ne fait pas une rotation réelle. D'accord? Donc, pour corriger ce petit souci, on va sélectionner la boîte ici, on va aller sur Windows, Animation Editor, Graph Editor, et là, on va changer la rotation, puisque c'est bien au niveau de la rotation qu'on a cette répétition au niveau de la texture, hein. On a comme un flip, hein, ça se voit ici au niveau du graphe. Eh bien, on va aller sur Curve, donc on sélectionne ici la curve ou pas, d'ailleurs, c'est pas la peine. On va sur Curve, on va aller sur Post Infinity, et là, on va faire Cycle with Offset. Donc, on va faire un cycle avec un décalage dans le temps.
Ce qui fait que notre valeur, en fait, va s'additionner et donc on va avoir une évolution des valeurs au cours du temps sur l'axe de rotation Z. Et pour le coup, on aura vraiment cette fois-ci une rotation qui va s'effectuer sur notre cube ici. D'accord? Si je fais play, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors maintenant que c'est fait, je vais fermer ici ça. Je vais revenir sur la frame 1. Et là, je vais faire comme on a fait la dernière fois. Je vais lui mettre un contrôleur. Donc je vais aller sur Cycle ici. Je lui mets un contrôleur. On va aller sur Attribute Editor. On va aller sur Make Nerve Cycle 1. Ici, je vais lui mettre un linéaire et je vais lui mettre la valeur de 4 ici. Voilà, ça va créer ce genre de choses. Et je sais que je peux renommer mon élément ici dans le outliner en appuyant sur Entrée. On va l'appeler box underscore ctrl. OK. Et je vais prendre ici ma boîte. Je vais appuyer sur CTRL, je prends la box, j'appuie sur P pour créer un système de hiérarchie entre les deux. Et ici, je peux revenir sur Polymodeling et lui faire un Delete by Type History et un Freeze Transform. De cette façon, j'ai un setup qui fonctionne plutôt pas mal pour ma boîte et je peux mettre une clé d'animation sur mon contrôleur ici, excusez-moi. Donc je reviens ici sur mon contrôleur, je le prends. Je vais donc lui demander de me déplacer cet élément sur l'axe X, hein, c'est marqué ici. Voilà, d'accord. Donc on va aller mettre une clé sur la frame 1, bien évidemment. On va lui mettre une clé ici, qui selected. Je vais aller sur la frame 24. Et je vais déplacer mon élément avec l'outil de translation. Alors, je fais n'importe quoi, excusez-moi, je reviens en Object Mode et je déplace, oups, je fais effectivement n'importe quoi. Donc en Object Mode, je prends ici mon contrôleur et je le déplace comme ceci, mais ce n'est pas fini parce qu'il faut vraiment que lorsque je déplace mon objet, qu'on n'ait pas l'impression que la boîte est en train de glisser comme c'est le cas ici. Elle devrait marquer un temps d'arrêt, donc je vais revenir ici sur la frame 24. Je peux bouger d'un clé en clé, hein, comme ceci. Et je vais lui demander de venir à ce niveau-là. Là, on sent qu'elle glisse toujours un peu, d'accord? Donc je reviens sur la dernière clé. On va lui mettre 5 comme valeur pour voir ce que ça donne. Okay. Et on regarde ce que ça donne. Et ça marche très bien. Vous avez vu? Donc 5 c'est parfait. On n'a pas l'impression que la boîte est en train de glisser. Et grâce à ça, je peux prendre ici cette valeur, aller sur Windows, Animation Editor, Graph Editor, et vous aurez compris que là, je peux prendre ici le Translate X, Curve, Post Infinity, Cycle with Offset. OK? Et si je dézoome, on peut voir ce que ça me donne, un escalier à peu près. Et donc si je fais play, on va dézoomer un tout petit peu, on va pousser tout ça sur les côtés comme ceci, hop, et on regarde ce que ça donne en termes d'animation. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Alors, j'ai pas suffisamment de frames, je vais augmenter tout ça, donc je prends bien ici ce petit carré, je bouge, hein, on fait play pour voir ce que ça donne. Et là, on sent que notre boîte est en train d'évoluer dans l'espace comme si elle était en train de marcher toute seule. Vous avez vu, c'est sympa, hein? Voilà. Donc maintenant qu'on a vu cet exemple, je vais faire une nouvelle scène. Et pour ce faire, je vais faire File, New Scene, donc Save. Donc dans cet exemple, on va aller un peu plus loin et je vais vous montrer qu'on a la possibilité d'animer un objet sans forcément poser des clés d'animation ici dans la timeline. Et pour ce faire, on va demander à Maya de contrôler l'animation d'un objet par rapport à un autre objet. C'est un petit peu un système de parentage, mais effectué d'une autre manière. Donc vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc on va, pour cet exemple, recréer de nouveau un cube, hein, comme tout à l'heure. Donc on va lui donner les valeurs suivantes. On va lui mettre 5 ici. Et on va poser le cube au sol. Donc ici on rentre 0, on valide. Et ici je vais rentrer 2.5 et je valide. On va tout de suite aller lui mettre une texture puisqu'on va faire une opération de rotation sur le cube. Donc on sait qu'il faut venir ici sur Lambert.
On va lui mettre comme d'habitude une texture de type checker. Et ici, on va lui mettre du jaune, comme ceci. Voilà, et on affiche la texture dans la scène ici. Une fois que c'est fait, on va lui mettre un contrôleur. Donc on va venir ici, on lui met un contrôleur. Alors, ça va pas être une box, je vais supprimer, ça va être un cercle, comme ceci, d'accord. Et dans le Attribute Editor, on va aller sur Make Nerve Cycle 1 et on va lui mettre ici un linéaire, comme tout à l'heure. Et ici, on lui rentre 4 comme valeur. On va aller ici dans le Channel Box et on va choisir sur l'axe X de lui mettre une rotation à 45 degrés et on va centrer tout ça comme il faut. Donc là, on dispose de nos éléments pour commencer à faire l'animation. Donc je vais prendre ces éléments-là, je vais aller sur Polymodeling et je vais faire un delete history button et un freeze transform. Ok, donc une fois que c'est fait, et bien en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais lui dire que lorsque je vais prendre ici ce contrôleur et que je vais par exemple aller sur un axe, en l'occurrence l'axe X ici, et que je vais le bouger, et bien j'aimerais que ma box ici se mette à pivoter et à tourner sur le sol pour faire la même animation que tout à l'heure. D'accord? Donc pour ça, je vais devoir donc sélectionner ici mon contrôleur et je vais aller sur Windows, je vais aller dans General Editors, non, je vais aller dans Key, excusez-moi, et je vais aller dans Set Drive and Key, et là je vais cliquer sur la boîte d'options ici au niveau du set. Donc il m'ouvre cette fenêtre, la Set Drive and Key, et je vais lui demander ici que cet objet, c'est lui qui va contrôler cet objet. Donc lui il va être le driver, donc je vais faire l'autre driver ici, on voit qu'il apparaît ici, et cet objet, c'est lui qui va être drivé, être contrôlé par le nub cycle. Donc je vais faire ici load driven. On voit qu'ici on a dans le driver nub cycle 1 et dans le driven bcube 1. Okay. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander que sur cet élément-là, donc sur le driver, quand je vais déplacer mon élément, eh bien, il va y avoir une connexion qui va s'établir sur l'un de ces paramètres ici. D'accord? On va établir une correspondance entre ces différents éléments. Donc ici, je vais rentrer 0 pour revenir au centre. Et je vais lui dire que quand mon driver sera ici en translate X à 0, eh bien, je veux que la rotation de cet objet en rotation Z, c'est marqué ici, soit aussi à une valeur de 0. Alors attention, ici on est, quand on regarde bien, je me sais sur les côtés, quand on regarde bien ce qui se passe ici, la rotation de cet objet va se faire par rapport à des coordonnées qui sont celles du monde. Ça se voit ici, hein, on a ici un axis qui représente les coordonnées du monde. Mais on a aussi d'autres systèmes de coordonnées, et en l'occurrence on a les coordonnées locales, c'est-à-dire que cet objet peut faire des opérations de rotation non pas par rapport au monde, mais par rapport à lui-même. On appelle ça une rotation en mode local. On appelle ça aussi une rotation en mode objet. C'est comme vous voulez. Et pour y accéder, pour changer les coordonnées de rotation d'un objet en mode local, donc je vais appuyer sur W, clic gauche, et là, je suis en mode objet, donc en mode local, et je vais passer en mode Word. Donc là, on peut voir que pour l'instant, rien n'a changé. Si je fais ça, je vois juste que je suis passé en mode Word. On va revenir en mode objet, d'accord? Très important donc de se mettre en mode objet. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on va venir ici, on remet tout ça à ce niveau-là. Et là, je vais lui dire, donc on était sur la Translate X. Donc, je vais sélectionner ici Translate X. Vous voyez que le key ici, il n'est pas activé encore. Mais à partir du moment où je vais me mettre sur le Rotate Z, ici, hop, il s'active direct. Donc si j'appuie sur Key, vous allez voir qu'il va me mettre une clé sur cet élément. D'accord? On voit que la couleur ici nous renseigne sur le fait qu'il y a maintenant une hiérarchie, un lien plutôt, une connexion qui a été établie entre ces deux propriétés ici. D'accord? Donc je vais continuer, je vais sélectionner ici mon driver et je vais lui dire que sur l'axe X, il va se déplacer par exemple de 5. Voilà, 5 unités. Et donc je retourne ici sur mon objet et ici je vais lui dire qu'il va me faire une rotation de 90. D'accord? Et quand j'ai fait ça, eh bien, je valide la connexion et je pose ma clé ici. Ce qui veut dire que si maintenant je reviens ici et que je bouge mon objet ici au tout début,
et bien on voit la connexion qui est établie entre les deux éléments. Alors là, j'ai fait une petite erreur, je vais faire 5 ici. Je ne vais pas lui mettre 90, mais je vais lui mettre moins 90. Et je fais entrer, et je fais clic ici. Si je reviens ici, et bien on peut voir que quand j'avance, hop, mon objet va se mettre à tourner dans ce sens-là. D'accord? Donc, maintenant que j'ai fait ça, ce que je veux, c'est que quand j'irai plus loin, et bien que l'objet continue toujours à évoluer. Mais avant d'aller plus loin, je vais revenir ici sur la frame, sur la valeur 0 ici au niveau du translate, et je vais appuyer sur 5, ici, je peux lui mettre la valeur de 5, et lui, je vais le faire avancer sur l'axe X. On regarde bien, hein. Si je viens ici sur X, on voit bien que c'est X qui avance, hein. Donc, je vais lui mettre ici une valeur de 5, mais avant, il faut d'abord que je vienne ici, que je lui dise que lorsque lui il sera à cette valeur-là, donc à 5, eh bien je veux que lui il soit aussi à 5. Donc je vais le sélectionner, je vais entrer 5, je vais appuyer sur entrée, et je vais poser une clé. Puis je reprends, je le remets à 0, entrée, et je veux que quand lui il est à 0 ici en translate X, eh bien lui aussi il sera à 0 en translate X, et je lui pose une clé. Ce qui veut dire que maintenant si je déplace mon objet, hop, on peut voir qu'il se met à faire une rotation comme ceci. Alors, maintenant, ce qui ne va pas, c'est qu'on voit que l'objet rentre dans le sol. Donc pour ça, je vais aller en vue de côté. Je viens ici, je vais en vue de côté. Cette vue-là, elle est très bien, hein, pour pouvoir mettre les éléments bien comme il faut. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner mon driver et je vais lui mettre 2.5 qui sera donc la position intermédiaire entre la valeur 0 et la valeur 5. Et je vais lui demander ici, au niveau du translate Y, de cet objet-là, d'accord, de le faire monter un petit peu plus haut. Donc si je vais ici sur le translate, ici, je peux lui mettre la valeur 1, et je sais que ça va me poser mon élément convenablement au sol, et là je peux lui mettre un key. Quand je vais ici à la valeur 5, eh bien je veux que mon objet soit posé au sol. Donc, je vais mettre 0, et je fais entrer. Ah, excusez-moi. Ici, quand on arrive au sol, bien je veux que mon objet soit déjà posé. Alors, normalement, il aurait dû faire une rotation complète. C'est ce que j'arrive pas à comprendre parce que ouais, c'est ça, il faut que j'arrive ici à 5. Voilà. Et quand je prends ici mon objet, et bien je veux qu'il soit au sol, j'appuie sur 0, je fais entrer et là je lui pose une clé. Okay, pareil pour la position 0 ici en translate. Je veux qu'au niveau de mon translate Y, eh bien il soit à 0. Donc je sélectionne bien mon objet ici, je vais sur 0 et je lui demande ici de le mettre à 0 à ce niveau-là. Donc j'appuie sur entrée et je fais un clic. Donc, si je prends ici mon objet et que je me déplace, hop, on peut voir que ça marche convenablement. Ok. Donc on va revenir en vue de perspective. On regarde ce que ça donne, hein, quand je prends cet élément. Donc là, à chaque fois je viens ici, mais j'oublie que on n'a pas besoin d'utiliser ici la timeline. Tout va se passer maintenant au niveau du contrôleur. C'est comme si on bougeait ici la ligne de temps, d'accord? Donc là, quand je bouge ici mon contrôleur, eh bien ça permet de jouer l'animation de mon objet puisque on a établi des relations entre les différents éléments. Ce qui veut dire que maintenant, si je mets ça sur les côtés, hein, ici, et que je vais sur Windows, Animation Editor, Graph Editor, eh bien, je peux sélectionner ici mon élément, et je vois que j'ai des clés qui sont posées ici. Si je vais sur le Translate X, je vois que j'ai ceci comme clé. Donc je peux lui dire que à ce niveau-là, je vais sélectionner ma curve, je vais aller sur curve, et je vais lui faire un cycle with offset. On a vu ce que ça faisait, hein, ça va faire que l'animation va se répéter avec le décalage dans le temps et dans l'espace. Pareil aussi pour le Infinity, on fait exactement la même chose. Pour le translate, eh bien, en Y, on veut que ça soit quelque chose qui soit bouclé, qui se boucle à chaque fois. Cette fois-ci, je vais sélectionner et je vais lui mettre une boucle avant et après, d'accord. Et pour ici, on va faire un post-infinity cycle with offset. Et pareil pour le pre-infinity cycle with offset. Maintenant, on regarde ce que ça nous donne. Donc, si maintenant
je bouge mon objet vers l'arrière. On voit que ça marche bien. D'accord? C'est parfait. Si je vais vers l'avant, c'est parfait aussi. D'accord? Si je me mets sur les en vue de profil ici, eh bien on peut voir que notre cube bouge comme il faut. Ok. Vous avez vu, c'est vraiment sympa de pouvoir contrôler l'animation d'un élément comme ceci. Ok. Voilà, on peut animer un cube qui s'arrête comme ceci. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir ici en vue de perspective et je vais m'occuper de l'autre côté. Donc je vais venir ici et je vais m'occuper cette fois-ci de l'axe Z ici, en translate Z. Donc je vais lui mettre la valeur de 0 ici. On va aller dans le set drive key ici. Et je vais lui mettre, je vais aller ici dans le translate. Et on va faire une rotation sur l'axe X. Donc rotate X. OK. Donc ici, je lui mets un key. Non, excusez-moi, je lui mets un key ici, là, sur le X. Donc c'est fait, il l'a pris. Ensuite, je vais aller sur mon driver. Je vais aller à 5. Je vais faire entrer. Je retourne sur mon objet et au niveau du rotate X, je vais lui mettre moins 90 et je fais entrer. Alors attention parce que là, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas dans le bon sens. Oui, c'est ça. Moins 90. Ok, moins 90. Entrer. Et là, je lui fais un key. Et je vais en profiter pour lui demander de faire une translation sur l'axe Z, normalement. Oui, c'est ça, l'axe Z, en 5. Donc je viens ici et je vais sur l'axe Z, je fais un key. Je reviens ici, je le remets à 0 sur Z. Et cet objet aussi, je le remets à 0 sur Z. Et je fais un key. Donc ça veut dire que maintenant, si je sélectionne cet élément-là et que je vais vers l'avant, on voit que ça ne tourne pas dans le bon sens. Donc je reviens ici sur 5. Hop, je reprends ma boîte. Et ici, on va lui mettre 90. Et à ce niveau-là, je vais lui mettre un key. Vous avez vu que je n'ai pas fermé ici cette fenêtre. C'est plus simple pour moi pour vérifier après coup mon animation. Voilà, je ne comprends pas. Il ne fait pas la rotation dans le bon sens. Donc je me remets bien à 0 ici. Et quand je bouge mon élément, excusez-moi, je remets ça à 0. On se calme un petit peu. Je sélectionne ma boîte. Donc on est d'accord que ici, ah oui, parce que j'étais pas sur rotate X. C'est pour ça qu'il n'a pas pris la bonne valeur. Donc on est bien ici à 0. Et quand je viens ici en translate à 5, voilà, eh bien je veux que la rotation ici ne soit pas à moins 90, mais à 90. Et là je fais un kick. Et normalement ça devrait fonctionner. Si je viens ici, hop, ça va en arrière. Et là ça marche bien. Ok. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va sélectionner ici, on va aller chercher ici le animation editor, graph editor. On va sélectionner ici notre boîte. On sait qu'on a imposé les clés ici en rotate X, donc je vais venir à ce niveau-là et je vais lui faire un post-infinity cycle. Pareil pour le pre-infinity, d'accord, on voit que ça marche. Je regarde si j'ai bien posé toutes mes clés partout, il me semble qu'il me manque quelque chose. Là c'est bon, je peux dézoomer un tout petit peu. Là aussi c'est bon. Là, là c'est pas bon, c'est la translate. Là c'est le translate pour la boîte qu'elle évolue bien dans ce sens-là. Donc je vais aller sur pre-infinity cycle offset et pareil le post cycle with offset. Et normalement on est bien. Donc ça veut dire que si maintenant je prends ça et que je bouge, hop, on voit que la boîte tourne bien de ce côté-là, comme il faut, d'accord, et bien de ce côté-là aussi. Le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est qu'il faut que je gère l'axe Y quand je suis dans cet axe-là, donc dans l'axe Z. On va le faire tout de suite. Hein. Ça sert à rien de venir ici et de bouger ça pour l'instant. Donc je vais à nouveau ouvrir ici cette fenêtre et je vais lui demander de travailler sur le translate quand on est le translate Y de ma boîte quand on bouge ici l'axe translate Z. Donc pour ce faire, je vais revenir ici à valeur 0, je fais un set key, d'accord.
Ensuite, je me mets ici à 5, puisqu'on veut que ça bouge. Excusez-moi, CTRL Z. Je veux me mettre ici à 5 sur mon driver, donc ici je vais à 5. Non, même pas à 2. Oui, on peut rester ici, déjà, je peux faire un key, parce que je veux que ce soit à 0 quand ça arrive ici. Et ensuite, je me mets à 2.5, voilà, et à ce niveau-là, on sait qu'il faut entrer la valeur 1 en translate Y, et je fais un key, ok? Donc, pareil que pour tout à l'heure, hein, je vais aller sur Windows, Animation Editor, Graph Editor. On sait qu'on a été sous le translate Y ici, mais pour le translate Z, vous avez vu comment il me l'affiche ici. Et pareil, je vais faire une boucle à ce niveau-là. Donc, je sélectionne, là, je fais cycle, voilà, ça l'a mis. On peut dézoomer un tout petit peu. Et ici, je vais aller sur Preinfinity Cycle. Okay. Donc maintenant, on regarde ce que ça nous donne. Si je vais ici, on voit que ça marche plutôt bien. Okay. Et si je vais ici, on voit que ça marche plutôt bien. Vous voyez un petit peu l'idée. Et alors là, ça commence un petit peu à décoder. Mais bon, sur le principe, vous avez compris comment ça fonctionne. D'accord? Si je vais ici, on voit que je peux animer l'élément bien comme il faut. Des fois, ça déconne parce qu'il y a un mix entre les valeurs qui s'effectuent. Mais sur le principe, vous savez que, voilà, une fois que c'est posé au sol, vous pouvez animer votre boîte comme il faut. Je voulais simplement vous montrer cet exemple pour vous montrer que vous avez la possibilité de pouvoir driver vos animations comme ceci. D'accord? Ok? Voilà pour la démo. Hop. Donc quand ça bouge pas très bien, c'est il y aurait une façon de corriger ça, mais c'est un peu plus avancé. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, vous avez compris, j'espère, le principe des set driven keys dans Maya. Vous pouvez animer n'importe quel paramètre de cette façon et pouvoir gérer, contrôler une animation. Donc, je vais partir maintenant sur une nouvelle scène. Alors maintenant qu'on a vu comment faire pour animer un objet par rapport à d'autres éléments présents dans la scène, via les set driven keys, on va voir qu'on a la possibilité dans Maya de contrôler les paramètres d'un objet par rapport à un autre élément présent dans la scène. Et vous allez voir que c'est relativement simple à mettre en place. Pour ce faire, je vais créer une sphère, comme ceci. Donc, comme d'habitude, on va lui mettre une valeur ronde ici. Hein. Je vais lui rentrer 3, j'appuie sur Entrée. Et on va mettre tout ça à 0 ici, j'appuie sur Entrée. Et on pose la sphère au sol, comme ceci. Donc, on va en profiter pour passer en vue de front, ici. Et je vais aller sur Curve pour créer une curve comme ceci à ce niveau-là. Voilà. Donc la curve, on peut lui mettre une valeur. Alors moi, je vais lui mettre 1, mais c'est pas obligé. Hein. Vous mettez la valeur que vous voulez. Et je mets la curve à 0 à ce niveau. Et on va la laisser à -3. Je pense que c'est très bien là où elle est positionnée. Donc maintenant qu'on a fait ça, le but pour moi est de vous montrer que quand je vais aller sur les paramètres, quand je vais faire une translation sur X, comme ceci, quel que soit le côté où je vais, eh bien je veux que le scale de cet élément soit influencé par la valeur de mon X ici, de mon NURB cycle 1 ici. D'accord? Si par exemple je viens à ce niveau-là, 5,09.2, eh bien ce sera la valeur en scale qui va s'afficher ici. Pour faire ça, je remets ça à 0. Vous allez voir, c'est relativement simple. Eh bien, je sélectionne ici mon NURB cycle 1. Je vais sur Windows, General Editors, Connexion Editor. Il va m'ouvrir cette fenêtre. Et là, j'ai deux parties. Une partie qui va être le output et l'autre qui va être le input. Dans le output, on va lui dire, OK, c'est ici que les valeurs de mon NURBSycle 1 vont sortir pour aller dans l'objet qui aura été sélectionné ici, donc dans le input. C'est relativement simple. Pour avoir accès au input, on voit que c'est vide ici. Mais on a deux boutons en haut, le reload left et le reload right. Si je sélectionne ici dans ma scène ou dans mon outliner, ma sphère, eh bien, je peux faire apparaître ici mon PCR1. Donc là, je sais que j'ai les deux éléments qui m'intéressent. Et je vais lui demander, donc comme on a dit, hein, de trouver ici le translate. Donc on voit que c'est ici, et vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur translate ici, eh bien, certains attributs ici vont se mettre en gris pour dire qu'ils ne seront pas accessibles.
et d'autres vont se mettre en surbrillance. Alors pourquoi ça fait ça? C'est parce que chaque élément ici a une valeur différente. Par exemple, on peut avoir des vecteurs, on peut avoir des floats, on peut avoir des booléens, enfin différents types de valeurs. Et en l'occurrence, Maya arrive ici à déterminer les correspondances entre les différents éléments. Donc on sait que le translate ici peut être connecté au border connection de la PCR1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le translate X. D'accord? Donc, vous voyez que ça continue à se mettre à jour ici. Et je veux que le translate X, eh bien, il contrôle le scale de ma sphère ici. Mais on voit que là, c'est grisé. Mais attention, le scale contient 3 valeurs. Donc, on voit qu'on a un petit plus ici. Si je clique dessus, eh bien là, je vois que j'ai accès à ces éléments qui sont mis en surbrillance. Et on veut accéder ici au scale en Y. Et dès que je fais ça, automatiquement, on voit qu'on a ici, au niveau donc, du scale de ma sphère 1 ici, la valeur 0 qui correspond à l'emplacement 0 en X de mon upcycle 1. D'accord? Donc je peux faire close et je sais que j'ai établi une relation entre les deux éléments et je peux le vérifier en déplaçant ici mon élément sur cet axe-là, donc sur X. Et on voit que ça marche relativement simplement. Donc tout ce que je vous ai montré ici, vous pouvez bien évidemment le faire avec différents paramètres comme vous voulez, d'accord? Mais ce qui me gêne, c'est que quand je bouge mon élément, si je dézoome, hein, on voit que je peux aller très très loin. J'ai pas forcément envie que l'animateur qui va par exemple hériter de cette scène ait la possibilité d'aller aussi loin. Donc on a une possibilité dans Maya de pouvoir dire, ok, cet élément, je ne veux pas qu'il aille au-delà d'une valeur sur l'axe X en positif comme en négatif. Et pour ce faire, je vais aller sur le Attribute Editor avec cet élément sélectionné. Et dans Upcycle 1, si je vais donc à ce niveau-là, dans Limit Information, vous voyez que j'ai accès ici à des informations en translate, rotate et en scale. D'accord? Et ça s'appelle limit information, donc ça veut dire que je peux donner des limites de valeur à ne pas dépasser. Par exemple, ici, je ne veux pas qu'il y ait de rotation ou de scale qui puisse être effectué sur cet élément. Donc pour ce faire, je peux lui demander de faire en sorte que les valeurs soient toujours les mêmes, quelles que soient les manipulations effectuées sur cet objet en rotation ou en scale. Et on sait que le scale, par défaut, il a une valeur de 1 partout. Donc, voici comment ça fonctionne. Je vais aller ici sur le scale. On voit que j'ai la valeur courante ici. Et j'ai des flèches sur les côtés en minimum et en maximum pour les valeurs. Donc, si je clique ici sur cette valeur pour dire OK, elle me paraît correcte, je clique dessus. Vous allez voir que automatiquement ici, eh bien, on n'a plus le moins 1 qu'on avait ici, mais on a 1 qui apparaît. Donc, je vais faire pareil pour les deux autres valeurs en Y et en Z, et je vais activer ici ces éléments pour dire, OK, c'est validé, je ne veux pas qu'il y ait un scale qui soit fait sur ces éléments, et je vais le faire pareil aussi pour les autres éléments de l'autre côté, et vous allez voir que maintenant, je ne pourrai plus faire de scale dessus. Si par exemple, je viens sur cet élément et que j'essaye de le scaler, ça ne marchera plus. Là maintenant, c'est comme si j'ai verrouillé ces informations. Donc, vous avez compris le principe, c'est relativement simple. Pour la rotation, on voit que la rotation, eh elle est à 0. Je ne veux pas qu'il y ait de possibilité de faire une rotation jusqu'à moins 45 degrés. Donc je vais lui donner ces valeurs-là ici à 0 et idem pour les autres côtés. Donc ça va le faire aussi automatiquement. Et j'active ces éléments pour qu'ils soient pris en considération. D'accord? Voilà, et je prends celui-là aussi. Et maintenant, je vais m'occuper du scale ici. Donc, je sais que je ne veux pas qu'il bouge en Y. Donc, je vais lui mettre un -3 ici et un -3 ici pour loquer ces deux valeurs-là. OK. Voilà. Et pareil pour le Z. Là, je suis à 0. Donc, c'est une valeur qui est convenable pour moi. Donc, je vais mettre 0 ici et 0 ici. Voilà. Et donc, maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là. Je vais établir donc un range. Hein. Je vais établir donc un intervalle à partir duquel je pourrais déplacer donc mon curseur, hein, mon obstacle 1 ici, et je vais lui demander par exemple de me mettre à la valeur 5. Donc, je peux venir directement ici, hop, rentrer 5, faire entrer, et lui dire que d'accord, ça va être le maximum où je pourrais aller. Donc je valide ici, et vous aurez compris que de l'autre côté, je vais lui rentrer un -5 s'il me donne accès, bien sûr.
je vais ici, je rentre moins 5, je valide, et je lui donne cette valeur comme ceci. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, si je viens dessus, on va revenir sur Channel Box, eh bien, je vais sélectionner ici la sphère. On voit que je suis à moins 5 ici. Je peux me déplacer, mais vous voyez que je ne peux pas aller au-delà de ces deux valeurs que j'ai définies ici. D'accord? Automatiquement, si je vais un peu plus loin, vous voyez que j'ai contraint le déplacement ici de mon élément. Je ne peux pas aller vers le haut, je ne peux pas aller vers le bas, je ne peux pas faire de rotation non plus, ça ne marchera pas, ni de scale. D'accord? Donc vous avez vu le principe ici pour faire en sorte que un élément puisse être drivé. Donc par exemple, je vais enlever ici la grille. Un élément puisse être drivé par par un autre objet. Et c'est relativement simple. Ok? Alors je vais vous montrer quand même qu'on a la possibilité, là, cette fois-ci, on va gérer le scale Y, non, le scale X de notre sphère, mais par rapport, non pas à un objet, mais par rapport à un attribut. Et pour ce faire, c'est relativement simple. Il faut sélectionner ici son objet, donc notre sphere 1 ici, on va le sélectionner. Et je vais aller dans Modify, et dans Attribute, je peux faire un Add Attribute ici. On peut aussi aller dans Edit Objet et faire un Add Attribute à ce niveau-là si on a envie. D'accord? D'ailleurs, on va le faire. Donc, ça va nous ouvrir la même fenêtre dans les deux cas. Et ici, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter un nouvel attribut à notre élément qui est sélectionné ici. Donc, j'aurais pu le faire aussi sur le scale et puis faire la relation en connexion. Ça aurait marché pareil. Hein, d'accord? Donc ici, je vais par exemple lui mettre 7 scale X. Ok? On met le X en majuscule. Et ici, vous avez la possibilité de définir le data type, donc le type de valeur que cet attribut va posséder. On va rester sur un float puisqu'on veut contrôler ici la valeur du X qui lui-même est un float. Et on peut donner des valeurs maximum, minimum et donc maximum et minimum et une valeur par défaut ici. Donc là, je vais lui mettre moins 5 comme tout à l'heure. Hein. Voilà, on va faire des choses simples. 5, on va laisser 0 ici. Je vais faire un add. Et quand je fais ça, on voit qu'on peut rajouter ici, donc je vais faire un close. Et là, on voit qu'on peut ajouter ici un nouvel attribut à notre élément ici. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui va se passer sur cet élément quand je vais le bouger, si ce n'est qu'il va respecter les valeurs que j'ai données pour respecter l'intervalle que j'ai indiqué. Mais j'ai la possibilité, donc pareil, hein, d'aller sur Windows, General Editors, Connexion Editor ici, d'aller donc sur ce paramètre-là et de chercher le set scale, qui est donc ici, d'accord, de faire un reload write ici, et d'aller chercher le scale en X, d'accord. Et une fois que c'est fait, vous verrez qu'avec le set scale ici, eh j'ai la possibilité de gérer la valeur, donc si j'appuie sur CTRL, hein, de gérer ici la valeur de mon élément. Donc là, on a vu deux façons de gérer le scale d'un objet. D'accord? C'est plutôt sympa, je trouve. Ok? Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais partir sur une nouvelle scène. Hein. Je remets ici ma grille et je vais faire donc ici un file new scene. Donc maintenant qu'on a vu comment faire pour contrôler les attributs d'un élément par rapport à un objet présent dans la scène ou par rapport à un nouvel attribut qu'on peut créer sur n'importe quel type d'élément. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut faire pour contrôler l'orientation d'un objet par rapport donc, à un élément externe, donc en l'occurrence un contrôleur. Pour ce faire, je vais vous faire une petite démo assez simple pour vous montrer le principe. On va aller sur cet objet, donc sur l'icône ici. On va créer donc un cône comme ceci. Je vais lui mettre des valeurs rondes. Hein. Donc ici, je vais lui mettre 3 au niveau du radius, 5 au niveau du height. Ici, on va lui mettre 0 entrée et on va lui mettre 2.5 au niveau du translate Y. Je vais lui demander de passer en vue de front, ici. Je vais activer ici cet outil pour lui demander de
mettre le point de pivot ici à la base de mon objet. Et là, je mets le point de pivot ici à la base. Je appuie sur D pour valider. Et une fois que c'est fait, je peux revenir dans ma vue de perspective. Et je vais lui demander maintenant de me créer une curve, comme ceci. Je vais enlever cet élément-là, je vais désactiver cet élément. Et je vais mettre ma curve donc, au centre du monde, sauf que je vais la mettre ici à 10, donc au-dessus de mon objet. Et à partir de là, eh bien, je dispose de suffisamment d'objets pour vous montrer comment on fait pour contraindre l'orientation d'un objet par rapport à un contrôleur. Donc l'idée, c'est que quand je vais déplacer ici cet élément, que je peux appeler target, eh bien, lui, il va suivre, il va s'orienter en fonction vers cet élément, donc en fonction de sa position dans l'espace. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut sélectionner cet élément, et ensuite, avec Shift, on peut sélectionner la target. Et dans Regin, on va dans Constraint et on va chercher Aim. Je clique sur la boîte d'options ici. Comme d'habitude, je vais sur Reset Settings. Alors, je veux maintenir quand même l'écart qu'il y a entre ma target et mon élément. Donc, je clique sur Maintain Offset et je fais Add. Et c'est tout ce qu'il faut faire, tout simplement. Vous sélectionnez après votre objet, vous voyez que votre élément va s'orienter automatiquement vers votre target. Alors, pourquoi je vous montre ça? Donc, je vais tout sélectionner, je vais supprimer. Parce qu'en fait, quand on a un personnage qui possède des yeux, hein, tout simplement, eh bien, c'est ce type de setup que l'on met sur les yeux. Donc, si on devait voir un exemple assez rapide, eh bien, je prendrais ici une sphère, je la créerai comme ceci, hein. Je lui mettrai par exemple ici 80 valeurs, je la mettrai à 0 partout. On fera une rotation sous l'axe X, donc de 90 degrés, ça veut bien me donner accès à cette valeur, donc on voit que je l'ai orienté dans ce sens-là. Ensuite, j'irai changer son shader pour qu'on puisse par exemple créer un iris ici, donc j'irai sous ce paramètre. On irait chercher un ramp. Là, je vais cliquer sur cette option-là pour pouvoir avoir accès à cette fenêtre pour mieux gérer mes différents éléments. À ce niveau-là, je ne lui mettrai pas une interpolation en linéaire qui me donne accès à un dégradé, mais plutôt à un node. Comme ça, j'ai quelque chose de plutôt solide. Cette valeur, je la pousserai ici sur les côtés. Je mettrai ici une couleur plutôt foncée, comme du noir ici. Et ici, je mettrai une couleur, j'avancerai les deux couleurs en fait, tout simplement. Et pourquoi je fais ça? Parce que si maintenant j'active cette option ici, on peut voir qu'on a créé un œil un petit peu cartoon. On peut venir ici et lui mettre une couleur hein, si on veut. Du jaune, tiens. Ça s'appelle du jaune. Voilà. Et on fait OK. Donc là, on a un œil. Un petit peu bizarre, mais c'est un œil quand même. Et ensuite, donc je peux venir ici, sur Channel Box, et faire un freeze. Voilà, comme ça, tout est à 0. Et ensuite, j'irai sur Curve, pour créer ici une petite curve, comme ceci. Je la mettrai pas à 0 cette fois-ci, je mettrai le X à 0 par contre. Et ça, on va le laisser à 10. Okay. On va faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Voilà, comme ceci. Et là, on peut faire un freeze. Je vais sur Polymodeling et je fais un freeze. Okay. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je peux prendre ces deux éléments-là et je peux les dupliquer comme ceci. Et je peux créer également, alors, pas un nouveau cercle comme ceci. Okay. On a vu qu'il fallait arriver ici à 10. C'est pas mal. Le translate, on va le laisser tel quel pour l'instant. Et je vais aller dans Attribute Editor, dans Nerve Cycle 2, ici, là, dans Make Nerve Cycle 2. On va se mettre en linéaire. Ici, je lui rends 4. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, je retourne dans le Channel Box et je lui demande de faire une rotation au niveau de l'axe Y de 45 degrés. Voilà. Et de l'axe X de 90. Alors là, ça marche pas. Donc, je fais un CTRL Z. Je vais faire un polymodeling et je vais faire un freeze. Et là, je lui redemande un 90. Voilà, là, ça fonctionne. Donc là, je peux aller sur le scale.
avant d'aller sur le scale, je vais positionner cet élément entre mes deux éléments ici. Et là, je vais faire un scale sur cet axe-là. Ah, on a ce petit setup. Hein. Il faut bien observer tout ça. Peut-être que je vais passer en vue de front, ce sera plus simple pour moi. Il faut bien observer comment j'ai positionné mes éléments. Je le mets bien à peu près comme ça. Okay. Et une fois que c'est fait, eh bien, je retourne ici et je vais demander à ce que mes deux éléments ici soient les enfants de cet élément. Donc lui, il va contrôler tout le monde. Okay. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner cet élément. Ensuite Shift, je vais prendre celui-là, ce sphère-là, s'il veut bien. Voilà. Et là, je vais sur Constraint, je fais un M. Idem pour celui-là. Je sélectionne ici cette sphère. Constraint, je fais un M. Et grâce à ça, en fait, grâce au système de parentage que j'ai établi ici, eh bien, je peux gérer la façon dont mes yeux suivent ici quelque chose. Donc, on peut imaginer qu'ils sont en train de regarder ici, à gauche, ils cherchent quelque chose. On voit que ça fonctionne très bien. Et comme on a un système de parentage ici, on peut avoir une personne qui louche un tout petit peu et reprendre ici notre contrôleur principal et voir qu'on peut gérer et conserver ce genre de choses. Ok. Donc, je remets ici ma grille. Hop. Et on va partir maintenant sur une nouvelle scène. Comme d'habitude, je fais un file, new scene, donc avant de vous montrer le système de bones dans Maya, j'ai encore un autre système de contraintes à vous montrer dans Maya. Et ça va être le système de contraintes de parentage. Vous allez voir que c'est relativement simple à mettre en place. Ça n'a strictement rien à voir avec le système de hiérarchie qu'on a déjà vu. Là, c'est vraiment un système de contraintes. Hein, d'accord. Donc, pour vous montrer un exemple, je vais ici créer un petit plateau comme celui-là et je vais créer une sphère ici qui sera au centre. D'accord. Je vais lui mettre ici comme valeur 2 et j'ai, comme d'habitude, la centrer au centre, comme ceci, et la poser au sol, comme ceci. Cet élément, on va le sélectionner, on va lui mettre des valeurs rondes. Je vais mettre ici 10 et je vais mettre ici 1 comme valeur et je vais centrer cet élément au centre. Je vais lui mettre 1.5 à ce niveau-là et sur l'axe X, je vais lui mettre moins 20 comme ceci. Je vais lui donner une couleur assez rapidement. Donc d'abord pour ma sphère ici, je vais aller sur Rendering, on va aller sur Lambert et on va lui mettre comme couleur du vert. Donc je clique dessus, si vous voulez bien, je lui mets du vert. Et ici, on va lui mettre du bleu. Voilà, bleu, ceci. Donc on peut revenir après sur Tunnelbox. Et je vais faire une animation où ce plateau va venir à ce niveau-là. Il va se surélever, se positionner au-dessus de ma sphère, la récupérer, se déplacer à ce niveau-là, lâcher la sphère et revenir ici et reprendre sa position initiale. Donc on va animer ça assez rapidement. Je vais le faire sur deux clés. Donc je vais prendre ici ces deux clés-là. Donc je vais faire un key selected à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre l'outil move. Je vais me déplacer à peu près à ce niveau. Je vais tourner autour de ma scène pour être sûr que je ne suis pas très loin de ma sphère. Clic droit, je vais faire un key selected. Alors, CTRL Z. Vous avez vu que j'ai oublié de me déplacer dans le temps, ça sert à rien sinon. Donc je viens ici, hop, et là je peux faire un clic selected. Okay. Une fois que c'est fait, je vais lui demander d'attendre un tout petit peu, à peu près ce laps de temps. Je vais faire de nouveau un clic selected, et ensuite il va se surélever à peu près avec le même écart dans les airs comme ceci. Je regarde si je suis bien au-dessus de ma sphère. Voilà. Allez, comme ça. Clic selected. Je regarde mon animation. Donc, il arrive ici, il se lève, et ensuite il va se diriger au-dessus de la sphère comme ceci. Voilà. Clic droit, selected.
ça comme ça, tac, tac, tac. Donc là, il va venir ici, il va marquer un petit temps de pause, pareil, selected, et ensuite il va se déplacer dans ce sens-là, selected, il va marquer un petit temps de pause, pareil, selected, et après, alors je vais un petit peu plus de temps, voilà, et après, il va aller dans ce sens-là, à ce niveau-là. Clic droit qui est selected, il arrive ici, il la récupère, il se déplace, il retourne ici, donc il marque un petit temps de pause, selected, ensuite il descend à 0.5 comme on a vu, hein. Je reprends les deux selected, je vais agrandir encore un petit peu plus, et ensuite il retourne à sa position de départ à peu près à ce niveau-là. On avait dit que c'était -20. Hop, je pose une clé qui sélective. Donc l'animation est relativement simple. Il arrive, il la prend, il la dépose ici. Hop, il la dépose ici. Et il repart. Je vais faire play pour juste voir si c'est correct. Tac, il la prend, il la dépose et il repart. Bon. Maintenant qu'on a créé donc cette animation, alors je peux déjà commencer à cleaner un petit peu tout ça parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'il ne faut pas laisser de clé pour rien dans l'animation. Donc pour l'instant, nous, on va aller sur la translate Y. Je sais que ces clés-là ne servent à rien, c'est un plateau. Partout je vois qu'il y a des plateaux, je peux supprimer les clés comme celle-ci qui servent strictement à rien. Alors, en l'occurrence, celle-ci aussi ne sert à rien. Là. Et je pense qu'avec 1, 2, 3, 4 clés, c'était largement suffisant pour l'axe Y. On peut supprimer celle-ci puisqu'elle est sur un plateau. On regarde, celle-ci ne sert à rien et tout le reste, normalement, est utile. Donc, on a donc cette animation. Et on va identifier donc à partir de la frame, donc je vais venir ici pour être sûr, à partir de la frame 45, on va commencer à activer notre système de parentage. Donc comment activer ce système de contrainte de parentage plus précisément? Eh bien, on va sélectionner d'abord ici notre plateau, d'accord? Ensuite, je vais appuyer sur Shift pour sélectionner ma balle et je vais aller sur Contrainte, Parent, donc je clique ici sur la petite boîte d'options. Je vais aller sur Edit, Reset Settings. On doit avoir le Maintain Offset qui est activé ici avec un Translate qui est sur All. Et je vais faire un Apply. Je vais fermer maintenant ici. Et on voit que sur la piste Sphere 1, on a ici ces petites barres bleues qui se mettent juste à ce niveau-là pour nous indiquer qu'on a maintenant un système de contraintes qui a été posé sur cette piste Sphere 1. Donc, une fois que j'ai fait ça, on sait que c'est ici que ça va commencer. Hein. Je peux sélectionner ma sphère et je vais appuyer sur S. Et observez bien ce qui va se passer ici. Quand j'appuie sur S, hop, j'ai un Blend Parent qui est activé ici. Et je vais vous montrer que si jamais je joue mon animation, on n'a aucun système de contrainte qui semble être entré en jeu en ce moment de notre scène. Je reviens ici sur cet élément pour être sûr de la position de mes clés, c'est très important hein, dans mon animation. 45. Ok. Donc, je veux qu'à partir de la frame 45, la contrainte puisse apparaître. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la frame juste avant 45, donc la frame 44, et je vais appuyer sur S. Donc je vais mettre un, vous voyez qu'ici il a mis une clé sur le blend parent à 0. Je vais aller sur la frame suivante, 45, et ici je vais lui mettre un comme valeur, et je vais appuyer sur S pour valider. J'appuie S, voilà, donc là il a validé. Donc j'appuie sur S, c'est très important, et pas sur autre chose. Donc j'appuie sur S, et là je vois que maintenant mon système prend en considération, grâce à ce paramètre, la contrainte. Donc je vais venir ici, et on sait qu'il va commencer à partir de la frame 101. Donc, sur la frame 100 ici, je sélectionne ma sphère et je vais appuyer sur S. Alors, S pour tout le monde, hein. Très important, S. Voilà. Donc là, on a des clés qui sont posées ici. Et sur la frame 101, je vais lui mettre comme valeur 0. Ok.
je fais entrer. Et là, j'appuie sur S. Donc, il a posé des clés partout ici pour moi. Et là, on voit qu'il peut partir comme avant. OK? Très important d'animer en appuyant sur S pour que tous ces éléments soient pris en considération dans le système. Et là, vous voyez qu'on a notre système de parentage qui fonctionne parfaitement au niveau de la contrainte. Hop, il arrive et il retourne à sa position de départ. Okay. Voici comment ça fonctionne pour appliquer un système de contrainte de parentage dans Maya. Complètement qu'on a vu ça, je vais faire comme d'habitude un file new scene et on va enfin pouvoir voir les bones dans Maya. Donc nous allons voir maintenant comment créer un système de bones dans Maya et pour ce faire je vais venir ici dans la vue de front et je vais lui demander de me créer donc un système de bones. Donc je vais activer ici cet outil et je vais aller dans Plugin. Je vais prendre ce bouton et cette option ici et donc je vais créer un système de bones comme ceci. Donc à chaque fois je prends 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on va cliquer ici. 1, 2, 3, 4, on va cliquer ici. Et une fois que j'ai fini, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc attention, quand on crée un système de bones, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. On utilise uniquement, donc ici on a ce qu'on appelle des joints, d'accord, des joints. Et on utilise ces éléments uniquement que pour placer nos bones par rapport donc à un mesh. Donc, on utilise rarement la rotation, on fait en sorte que la rotation soit toujours à 0 lors de l'étape de la création du bones. Très très important, d'accord. Comme je vous ai dit, on peut venir ici à ce niveau-là, on peut placer un bones, je vais déjà désactiver ça. On peut revenir ici, l'étirer, avancer, revenir ici et choisir la position. Donc, je vais faire des CTRL Z, revenir à la position de départ. Et je vais vous montrer que, en gros, on a la possibilité, donc je vais réactiver ça, on va aller sur Polymodeling, je vais créer à ce niveau-là, donc, je vais faire un CTRL Z, je vais dézoomer un tout petit peu, je vais appuyer sur F ici, sur A plutôt, voilà. Et là, donc, je reprends ici cet outil, et je vais créer, donc, ici, un cylindre, comme ceci. Et ensuite, donc je vais désactiver cet outil. Je vais lui mettre des valeurs en subdivision. Ici, on a 12, on peut lui mettre 12 comme pour la hauteur. Voilà, 12. Et je vais faire en sorte que ce système, en fait, de bones puisse déformer ici ma géométrie, comme si on avait un squelette à l'intérieur ici d'un bras. D'accord? Donc, je vais appuyer sur ce petit outil ici qui me permettra de voir le système de bones à l'intérieur de mon mesh. Et comment ça fonctionne pour faire en sorte que ce système puisse déformer mon mesh? Eh bien, c'est relativement simple aussi. On va sélectionner ici notre système de bones. On va prendre ici notre cylindre et on va aller sur Deform, Blend Shape. Donc, on va aller dans les paramètres. On va faire un Edit. Alors, c'est pas un Blend Shape, excusez-moi. On va aller dans Skin. On va faire un Bind Skin. Donc, je viens ici. Je fais un Edit Reset Settings, on laisse tout par défaut, on fait Apply et on fait Close. Et quand on fait ça, on voit que la couleur des bones a changé. Ça veut dire que si maintenant je vais sur un bones ici et que je prends l'outil de rotation, bien on peut voir qu'il va déformer ici mon mesh. D'accord? CTRL Z. Alors, quand on a appliqué un système de bones, on évite en général de sélectionner ici le bones, de prendre l'outil de translation et d'étirer comme ça le bones. D'accord? Il y a d'autres méthodes pour ça, plus avancées. Mais en général, on utilise uniquement l'outil de translation avec les bones que lorsqu'on veut placer nos bones à l'intérieur d'un objet, d'un mesh donc, et on fait en sorte que les bones soient toujours situés au centre du volume de notre mesh, comme c'est le cas ici. Comme ça, on est sûr que la répartition d'influence des points de chaque bones sera équitablement répartie sur notre mesh. D'accord? Ça, c'est très important donc de bien placer les bones au centre de chaque mesh. Alors, lors de la création, je le répète, on n'utilise pas l'outil de rotation.
également parce que ça se fait uniquement qu'après avoir établi une relation entre le bones et le mesh, et on utilise l'outil de translation uniquement que lors de l'étape de la création des bones pour pouvoir positionner au mieux nos bones à l'intérieur de notre mesh. Okay. Donc une fois que c'est fait, on va venir ici. Vous avez vu que c'est un petit peu compliqué de sélectionner les bones et de les modifier comme ceci. Donc on va créer un système de contrôleur ici. Donc pour ça, je vais aller sur cet objet comme d'habitude et je vais créer donc ici ce petit contrôleur que je vais mettre au centre du monde ici. Hop. J'appuie sur Entrée. Donc là, il est situé au centre du monde et lui, je vais l'appeler main control underscore ctrl. Ok. Et il va contrôler ici ce joint-là, en fait, ce bones-là, le premier bones. Donc je vais l'appeler même control, ou je vais l'appeler control bones, control bones underscore 01. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer d'autres éléments pour mon système. Donc lui, je vais le prendre, je vais le dupliquer et je vais appuyer sur, je vais prendre ici l'outil Translate et je vais appuyer sur V. Vous voyez que ça m'active ici cet outil. Et avec cet outil-là, je vais le déplacer pour le mettre à ce niveau-là. D'accord? CTRL D, j'appuie sur V et je le déplace à ce niveau-là. Normalement, on est bien avec notre système, on n'a pas besoin d'en mettre ici en haut. Et je vais maintenant établir une relation entre ces différents éléments, mais avant de faire ça, je vais faire un système de... alors peut-être que j'aurais dû faire un main control ici. Puis je vais le prendre, je vais le dupliquer. Et je regarde celui-là, donc lui j'ai toujours le input. Donc lui, on va l'appeler underscore main control. Okay. Et le bones 4 qu'on a créé ici, on va le renommer en 0.1. Ça sera plus ça. Donc lui, le main control, on va revenir ici sur ces paramètres au niveau du radius. On va agrandir un petit peu tout ça. Et on pourrait le laisser tel quel. Je pense que c'est tellement parfait. Quoique, j'aime bien changer un petit peu les choses, comme ça on verra que c'est un autre élément. On va le mettre en linéaire, on mettra ici 4. Et on va aller sur ces valeurs, et comme on avait fait pour toutes les autres fois, on va les mettre 45 ici en rotation. Et on va sélectionner tous ces éléments. On va aller sur Polymodeling et on va effectuer une opération de Delete by Type History et un Freeze Transform. Maintenant, on va établir un système de parentage entre ces différents contrôleurs. Donc, lui va être l'enfant du main control. Okay. Alors, j'aurais peut-être dû commencer en sens inverse, hein, comme d'habitude. Je prends le dernier, donc lui va être l'enfant du bones 02. Lui va être l'enfant de celui-là. Et lui va être l'enfant de celui-là. Ça, on sait qu'on a un système qui fonctionne parfaitement. Et maintenant qu'on a ce système-là, d'accord, je vais aussi dérouler un petit peu tout ça à ce niveau-là aussi. Alors, on a 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Je vais établir maintenant une relation entre ces différents éléments. Donc, on va commencer par le bas, hein, on va commencer par celui-là. Lui, je vais le contraindre à celui-là, donc je vais le sélectionner, celui-là, et je vais aller sur contrainte, et je vais faire un parent. Donc, je vais venir ici sur la boîte d'options, je vais faire edit, reset settings, et je vais faire apply. On regarde ce que ça donne, il me met ça ici, hein, je vais faire un close. Si je prends cet élément-là, que j'essaie de le bouger, on voit que ça bouge. Donc, je vais continuer la même opération, je vais prendre celui-là, et le bones 2, je lui fais un parent, du constraint, et ainsi de suite, je vais prendre celui-là, je lui fais un parent. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, si je prends cet élément et que je lui fais une rotation, et bien on peut voir que c'est plus évident pour moi de contrôler ces différents éléments. Hein. Je fais des CTRL Z à chaque fois. Et on voit que je peux ainsi modifier mon objet comme ceci. D'accord?
CTRL Z. Si je prends ces trois éléments, donc comme ceci, je peux aussi effectuer une rotation comme ceci avec mon élément. On voit que ça marche plutôt pas mal. Alors, si je viens ici et que je prends celui-là et que je fais un CTRL Z, on voit qu'on a une petite déformation qui est un petit peu, pas un CTRL Z, mais une rotation plutôt. On voit que j'ai une petite déformation qui est un peu bizarre à ce niveau-là. Donc ça, c'est dû au fait que la répartition est peut-être pas excellente en termes d'influence des bones sur notre mesh. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ici mon mesh et je peux lui demander, donc c'est pas dans des formes, c'est dans Skin, d'aller sur le Paint Skin Weight. Je vais aller ici sur la boîte d'options. Et quand je fais ça, j'ai cette boîte d'outils qui s'ouvre ici et qui me permet de voir l'influence de chaque bones sur mon mesh. On peut le voir ici. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a aussi des outils pour nous permettre de pouvoir peindre cette influence. Donc, par exemple, le dernier bones ici, je vois qu'il a une influence qui ne sert pas à grand chose. Donc, je peux venir ici sur la value qui est de 1 ici, mettre ça à 0 et commencer à peindre sur mon mesh. Donc, au niveau de chaque vertex, hein, je vais peindre une valeur pour dire que je veux que ce soit à 0. D'accord? Je reviens ici et je peins et tout va se mettre à 0. Si je veux grossir ici la taille de ma brosse, j'appuie sur B et avec clic gauche, je peux gérer la taille de ma brosse hein, comme ceci. Et voilà, donc je continue à peindre hein, tranquillement mais sûrement. Je vais venir à ce niveau-là et je peux lui enlever de l'influence. De cette façon, il ne va pas participer à la déformation de mon objet. Donc, je peux appuyer sur B, j'agrandis ma brosse comme ceci. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je peins sur mes vertex, eh bien, je retrouve la forme initiale de mon tube, de mon cylindre, comme il faut. Voilà, donc je fais ça un peu partout. Voilà, on est content. Ensuite, au niveau du toit, eh bien, peut-être que ce n'est pas assez fort. Alors, je vais enlever la grille qui m'empêche de voir un petit peu les choses et mettre ça sur les côtés. Alors, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas très malin. Donc, je vais la sortir ici, mettre ça sur les côtés ici. J'appuie sur Alt. Et je vais peut-être lui mettre plus d'influence ici. Donc, au niveau de la valeur, je vais rentrer une petite valeur. Et je vais commencer. Alors, mince, CTRL Z. Je vais lui mettre une valeur ici, un peu plus forte. Et je vais commencer à peindre un tout petit peu. Voilà. Là, on voit que c'était trop fort, donc CTRL Z. Hop, on revient ici. Ah, peut-être que je vais lui mettre cette fois-ci pas un replace, mais j'aurais dû faire un add, en fait, et mettre une petite valeur, et c'est là que j'aurais pu ajouter, comme vous pouvez voir, une déformation un petit peu plus sympa quand ça arrive ici. Voilà. Puis si je trouve que c'est un peu bizarre ici, je peux faire un smooth. Donc je viens à ce niveau-là. Et je peux faire un smooth pour adoucir la déformation. Voilà. Vous voyez, hein, c'est un petit peu plus sympa. On va voir ce qui se passe ici. On sent qu'il y a un creux ici. Je vais venir à ce niveau-là. Et je vais lui faire un add. Je vais baisser un tout petit peu. La valeur est bien ici. Je peux rajouter. Voilà, peut-être que c'est pas très 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 joli. C'est ici que j'aurais dû faire un add. Voilà, là c'est pas mal. Là, on sent que c'est un petit peu trop courbé, donc je vais faire un smooth à ce niveau-là. Hop. Histoire d'avoir une belle courbure. Voilà. Ici, je vais en enlever, hein, donc je vais faire un petit replace. Puis, hop, je répète, CTRL Z. Je vais faire un smooth, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Je tourne vraiment autour pour être sûr que la déformation soit excellente. Et là, je trouve que c'est pas mal. Si je vais sur le chant 1, je pense que c'est bien. Les valeurs sont bien fortes ici en bas.
Et vous avez compris comment on fait pour utiliser ici cet outil, le Pen Skin Weight, pour justement définir les valeurs d'influence de chaque bones pour le mesh ici de notre tube. D'accord? Alors, autre chose qu'on va pouvoir arranger aussi, c'est la façon dont sont organisés nos différents éléments. Alors, nous, on ne veut pas que les bones soient accessibles pour les animateurs et même pour nous, pour les ranger convenablement. Donc, on peut travailler ici sur les layers pour ranger un petit peu tout ça. Donc, je vais ici commencer par fermer tous ces éléments. Donc, moi, je veux que les contrôleurs soient toujours visibles ici. Je vais prendre ici mon système de joints ici et je vais faire un nouveau calque où je vais les mettre dedans et je vais pouvoir donc les masquer avec le V ici. D'accord? De cette façon, je sais que dans ma scène, j'aurai uniquement accès à ces éléments pour contrôler mon objet. Les contrôleurs, on peut les laisser ici et idem aussi pour le mesh. Le mesh, je peux le mettre sur un mesh séparation, un layer séparé ici. Je peux venir ici et faire un create layer from selection. Voilà. De cette façon, je peux masquer cette partie-là et je peux afficher ici mes bones. Bien évidemment, je peux renommer mes éléments ici. Donc, je peux appeler ce layer bones layer. Ok. Je fais save. Ah oui, parce qu'il ne faut pas laisser il n'y a pas d'espace à mettre entre les mots. Donc ici, je mets un underscore. Je fais save. Idem pour ici, je peux l'appeler mesh. Donc, je viens ici et je l'appelle mesh layer. Voilà. Ici, je mets un underscore. Je fais save. Et de cette façon, eh ben, je sais que je peux cacher mes bones et faire apparaître ici mon layer. Et il ne me reste plus qu'à ranger, à créer un mesh pour mes contrôleurs. Donc, je fais layer, create layer from selected. Et ici, je vais l'appeler ctrl underscore layer. Et je fais save. D'accord? Donc, de cette façon, je peux ranger mes éléments convenablement et savoir lesquels vont être affichés ou pas. Et il ne me reste plus qu'à revenir ici, sur cet élément-là, à remettre la rotation à 0. J'appuie sur Entrée. Idem pour celle-ci. J'appuie sur Entrée. Et on peut animer cet élément comme on veut. On va le faire assez rapidement. Je vais sélectionner donc ces trois éléments-là. Je vais venir ici dans ma scène. Je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là avec contrôle. Et je vais appuyer sur S. C'est pas grave. J'appuie sur S en prenant tous ces éléments-là. S. Voilà. A priori, lui, j'ai pas besoin d'avoir de clé d'animation dessus. Donc, je peux faire un clic droit delete selected. Et maintenant, je vais activer mon auto keyframe toggle. Et je vais aller un peu plus loin pour lui demander sur la frame 12. Alors, on va venir ici, je vais prendre tout ça. Et je vais lui demander de me mettre ces éléments en rotation, sans prendre la base, bien sûr. Je prends tout ça, sans prendre la base. Donc, on va faire une rotation à ce niveau-là. OK. Et sur la frame 24, on va aller faire une rotation de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Donc on aura ça, et on aura ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien on sait qu'on a simplement que le paramètre route z qui est pris en considération. Donc tout le reste, on va faire un delete selected. Ici aussi un delete selected. Et donc on a qu'une seule valeur qui s'anime. Okay. Et puis comme d'habitude, on peut aller sur Windows, Animation Graph Editor, et mettre ici tout simplement un post infinity cycle, comme ceci. On aura ça. Ah oui.
Bon, bien évidemment, ça se voit ici que c'est pas très joli, hein, ce qu'on a comme animation. Donc ici, on est à 24. On va s'arrêter à 48. Ah oui, donc il boucle déjà, bien évidemment. Donc je vais venir sur Windows, Animation, Editor, Graph Editor. On va lui enlever ce qu'on a mis dessus, donc c'était à ce niveau-là. Curve, Post Infinity, Cycle. Je vais mettre ici. Donc, sur celui-là, pour enlever ça, en fait, il faut donc sélectionner ici la curve, Post Infinity, et on fait linéaire. Okay. Donc là, on sait qu'on a enlevé notre système de répétition. Voilà. Et forcément, il faut qu'il retourne à la frame sur celle-ci. Donc je vais revenir ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un copie, je vais aller sur la frame 48, clic droit, et je vais faire un paste. Donc voilà, là on a quelque chose de plutôt intéressant. Okay. Et c'est maintenant qu'on peut aller sur Windows, Animation Editor, Graph Editor. On va venir ici, et là on peut lui faire un curve, cycle, ici, zoomer. Je le faire un petit peu avant aussi, juste pour le principe. On va le faire à ce niveau-là aussi, parce qu'on a plusieurs systèmes. Cycle, Post Infinity. On va venir ici aussi, Cycle et Cycle. Ok. Alors là où ça va devenir intéressant, c'est que dans l'animation, on va lui demander ici de prendre celui-là. On va faire un système de, de retard au niveau des animations. Donc je vais faire un Shift, je vais sélectionner tout ça. Et je vais le décaler de quelques frames. C'est un exercice qu'on fait souvent pour vous montrer un petit peu les retards en animation. On voit déjà que l'animation a un peu changé. D'accord. Et je vais faire la même chose aussi à ce niveau-là. Shift, je prends tout ça et je vais décaler. Alors, il faut bien se mettre sur les flèches qui sont ici et je vais décaler encore plus l'animation pour créer un léger retard. Et quand je vais faire play, eh bien, on va obtenir ceci. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? Donc, je vais augmenter ici ma timeline au niveau de sa durée et je fais play et on observe ce que ça donne. Vous avez vu? C'est sympa. Donc voilà pour le système de Bones dans Maya. Je vais faire une nouvelle scène peut-être pour vous montrer autre chose ou à mon avis on va s'arrêter là. Je pense que ça va être beaucoup plus simple parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais sur le principe, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais fermer cette scène. Je remets la grille. Et il me reste quand même quelque chose à vous montrer de très important sur les bones, c'est que on va aller ici dans la vue de front, ici, d'accord. Et je vais aller sur donc sculpting, sur rigging du moins, excusez-moi. Et ici, je vais créer ce système-là, comme ceci, d'accord. Pour ça, on peut considérer que c'est une chaîne de bones. Et en fait, si par exemple je viens, donc comme on l'a vu, si je viens par exemple sur ce premier élément, eh bien je peux bouger tout mon ensemble de bones ici, je peux venir ici, et je peux ajuster ça comme je veux, et je peux aussi ajuster cette partie-là. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cadre du bras articulé. Et vous voyez que à chaque fois, si je veux déplacer ce point-là pour le faire par exemple arriver ici, eh bien je vais devoir déplacer mon élément et puis essayer d'ajuster comme ceci chaque élément. Et ça peut être très vite compliqué. Cette méthode-là, en fait, le fait de venir bones par bones pour déplacer, enfin pour donner une position à notre bones finale, ça s'appelle de la forward kinématique, donc de la cinématique avancée. Et il existe en 3D une façon de pouvoir simplement prendre la fin de notre système de bones ici et de lui ajouter ce qu'on appelle de la cinématique inversée, donc l'inverse kinématique.
Et pour ce faire, eh bien, c'est assez simple dans Maya. On va aller sur ce petit bouton ici, le bouton Aki, et on va cliquer sur le dernier node ici, et on va prendre ce point-là. Et là, vous voyez qu'il me met en place ce système. Si je prends l'outil de translation ici, directement, il va se positionner ici, et vous verrez que j'aurai la possibilité ici de pouvoir donner une direction directement à mon bones. Et là, il va calculer pour moi la position du bones de façon automatique. D'accord? Donc voilà, ça c'est très important de savoir que ça fonctionne. Si je vais dans le outliner ici, on verra qu'il va me créer ici ce petit élément. Donc si jamais j'ai envie de le supprimer, je le sélectionne et je le supprime tout simplement. Et donc je vous rappelle que l'idée, hein, c'est qu'il faut cliquer sur ce petit bouton, prendre l'élément de fin ici. On pourrait très bien par exemple prendre celui-là ici, et vous voyez qu'il va uniquement créer mon système de Aiki que sur cette partie-là. D'accord? Et celle-ci pourra être contrôlée de façon un petit peu plus classique en rotation ici. D'accord? Donc on pourrait imaginer que ça c'est les pattes d'une araignée et que ici on pourrait donc venir sélectionner ici les pieds de notre araignée et le déplacer comme on veut. Ok? Voilà, je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Si par exemple si je prends tout ça que je supprime, alors je vais venir ici, je vais tout supprimer et que je retourne dans la vue de perspective ici et que je lui demande de me créer un polymodeling, on va prendre par exemple ici une boîte, comme ceci, et puis je vais la dupliquer, enfin je vais faire un extrude sur sa face ici, je vais aller sur extrude, voilà, je vais la dupliquer comme ceci et on va mettre ça sur les côtés, voilà. Je retourne en mode objet ici. On va aller dans la vue de front, ici, plutôt la vue de side. Eh bien, cet objet-là, je peux, donc comme on a vu, on va cliquer ici sur ce petit bouton. Je vais aller sur Rigging. Je vais créer ici un système de balls. Je vais venir comme ça à ce niveau-là. Voilà, donc j'appuie sur Entrée pour valider. Et ensuite, j'appuie sur Shift. Alors, je prends mon système de balls, hein. J'appuie sur Shift et je vais sur Skin, Bind Skin. Et idem, hein, je peux venir maintenant sur mon système de Inverse Kinematic, prendre ceci et prendre ceci. Donc là, il m'a créé mon Aiki Handle. Et là, on peut voir que je peux maintenant déplacer mon mesh comme je l'entends. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On a la possibilité de créer un système d'Aiki Handle. Et maintenant, je vais aussi vous montrer autre chose et on aura fini avec cette session. Par exemple, je vais venir ici sur le Polymodeling. Voilà. Je vais prendre ici sphère, comme ceci. Et puis la sphère, je vais la dupliquer. Donc je vais prendre, je vais appuyer sur Shift, je vais la dupliquer ici une première fois et une deuxième fois. Et pourquoi pas une troisième fois. D'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien je vais venir sur cette première sphère ici. Et ensuite, je vais lui appliquer un deform non linéaire. Et on va lui mettre un squash. Donc, une fois que c'est fait, je peux aller sur Channel Box. Ou plutôt sur Attribute Editor. Et là, je peux gérer la façon dont ça va se déformer ici. Donc, je vais lui mettre cette valeur-là. D'accord? Ensuite, ici, je peux venir sur cet élément, aller sur Deform non linéaire et je lui mets encore un squash. Cette fois-ci, on va écraser un petit peu notre balle. Et pour celle-ci, je pense qu'on va la laisser telle quelle, donc je vais supprimer. Et là, on voit qu'on a deux formes en fait totalement différentes. Donc je peux prendre ici cet élément. Alors je vais prendre d'abord cet élément là et celui-là.
Et ensuite, je vais prendre celui-là. Donc, on voit que c'est lui qui est en dernier, il est dans la sélection puisque les autres sont en blanc et lui, il est en vert. Et dans Rigging, je vais aller sur Deform et je vais choisir Blend Shape. Je vais aller dans les paramètres d'options ici, dans les boîtes d'options. Je vais faire un Edit Preset Settings et je vais faire un Apply. Je vais faire un Close. Et quand je fais ça, en fait, sur cet élément-là, donc si je sors d'ici de la sélection et que je prends ça, je peux aller sur le Blend Shape ici. Et là, je vois que j'ai mes deux éléments, Pusphere 2 et Pusphere 3. Et si je clique dessus, eh bien, on voit qu'il a enregistré pour moi mes paramètres de déformation. Il les a transférés sur cet élément-là. Donc, ces deux éléments-là, si jamais je les prends et que je les supprime, eh bien, vous allez voir que le Blend Shape fonctionne toujours, d'accord? Et que je peux maintenant animer cet élément sur la base donc des transformations que j'ai effectuées sur cet objet. Et on utilise vraiment le blend shape par exemple sur des visages pour donner différentes expressions à un visage pour pouvoir par la suite l'animer. Donc on a fini avec cette session de setup et de rigging sous Maya. J'espère que vous avez compris comment tout ça fonctionne. Et la prochaine fois, on verra comment fonctionnent les particules dans Maya et comment créer des cheveux, de l'herbe, ce genre de choses.